Bonjour, je m'appelle Bernard Lancelot et je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence sur les sciences occultes égyptiennes. Je vais vous expliquer dans cette conférence que les sciences occultes occidentales dérivent en grande partie des sciences occultes égyptiennes. Et pour cela, nous allons envisager trois aspects. D'abord, la croyance à l'existence d'un double que les Égyptiens appelaient le Ka. Il faut savoir que tout le monde, dans certaines phases de son sommeil, se dédouble. Dans certaines phases, votre corps astral ou double énergétique plane à quelques mètres au-dessus de votre lit. Seulement, comme vous êtes endormi, vous n'en avez pas conscience. Mais néanmoins, il y a un détail, il y a un indice qui peut vous permettre parfois de vous en apercevoir. C'est lorsqu'en pleine nuit, tout à coup, vous avez l'impression de rater une marche ou de tomber au fond d'un puits. À ce moment-là, votre corps se met à sursauter. Eh bien, ce sursaut ressenti au niveau du corps physique correspond en fait à l'instant précis où le corps astral réintègre son enveloppe de chair. Et comme c'est un retour parfois un peu brusque, cela provoque une réaction au niveau du corps. Donc, premier aspect, la croyance dans le double, que les Égyptiens appelaient le Ka. Deuxième aspect, la pratique du magnétisme. On retrouve cela dans l'ancienne Égypte, où par exemple on retrouve sur certains bas-reliefs dans les temples des images montrant des prêtres pratiquer des passes magnétiques. Et enfin, l'utilisation de l'hypnose. L'hypnose était utilisée dans l'ancienne Égypte pour mettre en transe le candidat à l'initiation dans les temples. Ceci dit, l'exposé maintenant que je vais vous faire n'est pas un exposé historique. Je vais vous parler en fait, moi, de l'aspect ésotérique de l'ancienne Égypte. D'autre part, il est nécessaire de se situer dans le temps, parce que la civilisation égyptienne s'étend de plus de 4000 ans, sur plus de 4000 ans. Moi, je vais vous parler essentiellement de ce qui se passait à l'époque des pharaons Amenhotep IV et Thoutmose III, ce qui correspond à la 18e dynastie, ce qui correspond pour le calendrier chrétien à 1400 ans avant Jésus-Christ. D'autre part, sachez que pour les Égyptiens, de toute façon, le temps n'était pas linéaire mais cyclique, puisque il y avait en Égypte la notion de cycle qui était notamment marquée par les cycles des crues du Nil. Et ça conditionnait tout le fonctionnement de la pensée des anciens Égyptiens. Alors l'Égypte, pour la plupart des gens, est symbolisée par les pyramides. Et il est vrai que lorsque les sages à l'époque d'Alexandre dressèrent la liste des 7 merveilles du monde, ils placèrent au premier rang, les pyramides. Et aujourd'hui, des 7 merveilles du monde, eh bien, seules les pyramides tiennent encore debout. Toutes les autres ont complètement disparu. Mais les pyramides posent une énigme. Qui a construit les pyramides? Il faut savoir que, par exemple, la pyramide du Soleil au nord de Mexico a la même base que la pyramide de Khéops. Étonnant. Alors, que s'est-il passé exactement dans la vallée du Nil entre moins 10 000 et moins 30 000 ans avant notre ère? On peut raisonnablement se poser la question, puisque en l'espace de quelques décennies, ce peuple qui ignorait l'écriture se met à élaborer les textes des pyramides avec des constructions vraiment métaphysiques très évoluées. Alors, qui et ensuite quand? Parce que il est possible de faire une datation grâce à l'étoile polaire. Vous savez que le couloir principal de la Grande Pyramide était orienté sur l'étoile polaire. Et l'étoile polaire, elle, se déplace en raison du balancement de la Terre. Et donc, si on tient compte du balancement de l'étoile polaire, on arrive vers la période environ de 2723 à 2523 avant notre ère. Alors bien sûr, si vous êtes allé en Égypte, vous avez été frappé par les dimensions imposantes de la Grande Pyramide. Il s'agit vraiment d'une masse colossale.
Mais cette dimension, aussi importante soit-elle, n'est pas la seule raison qui justifie l'intérêt que nous portons aux pyramides. Certains faits moins connus qui concernent les pyramides en font des lieux très importants du point de vue parapsychologique. En fait, la pyramide constitue une sorte d'aimant, ou si vous préférez, un condensateur d'une énergie cosmotellurique. La Grande Pyramide se trouve sur le plateau de Gizeh, qui est une zone tellurique, et qui est en fait l'endroit où le plateau arabique et libyque se heurtent. Et il faut savoir que le tellurisme a des propriétés qui agissent sur l'être humain, d'une manière générale et sur tous les êtres vivants. C'est une énergie, par exemple, qui momifie spontanément les cadavres. Vous savez que les explorateurs qui ont pénétré dans la Grande Pyramide ont découvert des cadavres de pillards qui s'étaient introduits là-dedans, ensuite qui n'ont pas pu trouver l'issue, et qui ont été l'objet, leur corps a été l'objet d'une momification spontanée. Vous pouvez d'ailleurs, si vous construisez vous-même un modèle réduit de la Grande Pyramide, obtenir le même résultat et momifier des morceaux de viande. Il vous suffit donc de respecter les dimensions de la pyramide de Khéops, et au niveau du tiers inférieur, c'est-à-dire de l'endroit correspondant à la chambre du roi, sur un support, à l'intérieur, vous placez un morceau de viande. Et une des faces de la pyramide est orientée vers le nord. Et vous allez observer vous-même un phénomène de séchage, appelé momification, à cause de l'évaporation des tissus. Il y a aussi une autre chose qu'on peut constater avec un modèle réduit de pyramide. Si vous disposez, toujours sur ce même support, à l'endroit correspondant à la chambre du roi, une lame de rasoir, eh bien, celle-ci va s'affûter d'elle-même. Donc, tout cela prouve qu'il y a une énergie qui se manifeste à l'intérieur de la pyramide. Et en réalité, cette énergie est double, puisque par sa base, la Grande Pyramide capte l'énergie tellurique, et par sa pointe, elle attire une force cosmique. Elle joue un peu le rôle d'une antenne. Et ces deux forces ont la même action de momification. Alors bien sûr, si cette énergie n'est pas canalisée, elle peut générer des troubles. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec la pyramide. C'est un appareil à ondes de forme qui a des utilisations très précises, mais il ne s'agit pas de jouer avec en tant qu'apprenti sorcier. Alors cette utilisation des ondes de forme existe depuis des milliers d'années. Par exemple, les dolmens sont érigés également sur les lieux telluriques. Et si les chrétiens ensuite ont bâti leur cathédrale sur l'emplacement des anciens dolmens, c'est justement en raison de leur situation sur des lieux telluriques où est présente cette énergie. Les manuels à l'usage des touristes, bien sûr, ignorent tout ça et se bornent à exposer que la Grande Pyramide fut construite par un roi de la 4e dynastie qui s'appelait Khéops. Et selon ces manuels, Khéops voulait un tombeau hors pair et digne vraiment d'un très grand pharaon. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas du tout retrouvé dans la chambre du roi le corps de Khéops. Le tombeau est vide. Et nous, dans la tradition initiatique, nous avons une autre explication. La voici. La Grande Pyramide, c'était un lieu où se tenaient des cérémonies secrètes destinées aux initiés de l'ancienne Égypte. Il faut savoir que dans l'ancienne Égypte, il y avait des écoles de mystère qui délivraient un enseignement à leurs membres. Alors, entendons-nous bien sur le terme initiation. Initié, c'est être mis sur la voie d'un commencement menant à la connaissance. Et la véritable initiation se caractérise par une entière liberté, c'est-à-dire rien ne doit jamais n'être imposé par une volonté extérieure, donc il n'y a pas de dogme,
ce qui exclut bien sûr tout fanatisme et cela exclut également toute intolérance. Et d'autre part, dans ce chemin initiatique, bien sûr, il y a des embûches, il y a des zones d'ombre. Et symboliquement, on nous dit qu'il faut combattre avec le dragon. Il y a également des énigmes, c'est-à-dire des problèmes métaphysiques que nous devons résoudre. D'où, par exemple, les énigmes que posait le Sphinx. Et le but de l'initiation, c'est de tuer le vieil homme, c'est-à-dire de se débarrasser de toutes nos prisons mentales, de se libérer l'esprit. Donc l'initiation va révéler l'individu à lui-même et va lui apporter la pleine maîtrise de lui-même. Il va découvrir symboliquement le roi qui était en lui. D'où d'ailleurs le nom d'art royal donné à l'initiation. Alors en Égypte, il s'agissait essentiellement des initiations au mystère d'Osiris. Alors on sait très peu de choses sur ces initiations, parce que les initiés juraient de garder secret tout ce qui s'était passé durant cette cérémonie. Et je peux vous citer un texte, c'est l'âne d'or d'Apulée. Voilà ce qu'il est écrit. « Curieux lecteur, peut-être me demanderez-vous avec empressement ce qu'il fut dit, ce qu'il fut fait. Je le dirai si le dire était permis. Vous le sauriez si l'entendre était permis. Mais vos oreilles et ma langue seraient également coupables de cette téméraire indiscrétion. » C'était secret, donc. Mais ce secret n'avait pas pour but de cacher. C'était au contraire la clé pour y entrer. C'est ça, en fait, qui distingue le savoir de la connaissance. Le savoir, c'est quelque chose de purement mental, de purement intellectuel. Alors que dans le mot connaissance, il y a l'idée de naître avec, connaissance. Donc, la connaissance, c'est le savoir, mais une fois qu'il a été mûrement médité et intégré dans le psychisme de l'individu. Ce qui fait que l'initiation repose surtout sur une expérience personnelle et qui n'est pas transmissible ensuite aux autres avec les mots. Alors, malgré ce secret, on sait quand même un certain nombre de choses sur ces initiations dans l'ancienne Égypte. On sait déjà qu'elles étaient conférées qu'à un nombre très faible de novices. Il y avait une sélection très importante dès le départ, et donc être initié, c'était le privilège de rares élus, puisqu'il y avait des épreuves à la fois morales et physiques, qui avaient pour but de tester le courage et la détermination du candidat. Et donc, ceux qui n'étaient pas prêts, eh bien, ils étaient rejetés. Ces initiations avaient toujours lieu le soir, à la tombée de la nuit, et par passe magnétique, le candidat était plongé dans le sommeil léthargique, une sorte d'hypnose. Donc il ne faut pas confondre ce sommeil avec le sommeil ordinaire. C'était en fait un état de transe, c'est-à-dire son corps était en transe, mais son esprit gardait une partie de sa conscience. Et pourtant, son corps, lui, semblait inerte. Et toutes les fonctions vitales étaient ralenties. Il pouvait sembler même mort. D'ailleurs, dans le langage symbolique des mystères, on appelait cela la descente à la tombe. Et dans cet état, par des procédés magnétiques, le prêtre provoquait le dédoublement du sujet. Cela m'oblige maintenant à vous révéler une notion très importante qui consiste à bien intégrer la constitution occulte de l'être humain. Puisque pour les Égyptiens, eh bien, l'être humain n'était pas uniquement un corps de chair, mais il possédait également un double énergétique que les Égyptiens appelaient le Ka, et qui était représenté sous la forme d'un petit oiseau à visage humain,
s'envolant du corps du défunt lors de la mort. On peut retrouver par exemple des dessins de ce petit oiseau sur de nombreux couvercles de sarcophages. Cet oiseau symbolise à lui seul la croyance des Égyptiens en l'immortalité de l'âme. Donc le Ka, c'est le double. C'est ce qui explique par exemple la sensation de membres fantômes. Vous savez, des gens qui ont été amputés d'un bras et qui continuent à le sentir et même à avoir mal à ce bras qui pourtant a été amputé chirurgicalement. Et en fait, on l'explique très bien avec le double. Parce que l'amputation a enlevé, c'est vrai, la partie physique du bras, mais la contrepartie énergétique présente dans le double est toujours présente. D'autre part, d'un point de vue médical, vous avez certaines maladies qui commencent à affecter le double, c'est-à-dire le corps énergie, avant de se déclarer physiquement. Donc, pour revenir aux initiations, les prêtres, obligés par passe magnétique, le double à quitter le corps, tout comme cela se produit lors de la mort. Et donc, le but de l'initiation, c'était de faire approcher au candidat les mystères de la mort. Et à ce moment-là, le candidat comprenait que la mort, certes, affecte le corps physique, le corps charnel, mais ne détruit pas l'âme, que l'âme survit à la destruction du corps physique. Et pour l'initié, ça, ce n'était pas une simple croyance, comme une croyance religieuse, mais c'était devenu une certitude due à sa propre expérience, due à ce qu'il avait vécu lors de son initiation. Et vous savez que l'attitude que nous avons envers la mort, eh bien, détermine l'attitude aussi que nous avons ensuite envers la vie. Et bien évidemment, une telle expérience changeait complètement la vie du sujet. Il subissait une totale transformation. Notamment, il n'avait plus peur de la mort. Il devenait bien plus courageux qu'auparavant et il pouvait dès lors faire partie de l'élite de l'Égypte. Alors peut-être vous vous posez la question, mais que devient le Ka après la mort? Eh bien, il ne se décompose pas tout de suite. Et c'était pour retarder la décomposition du double que les Égyptiens, par exemple, momifiaient le corps. En momifiant le corps, ils fixaient le double. Et puis ensuite, donc le double finit par disparaître à son tour. Donc il y a la mort sur le plan du double, suivi de l'absorption dans l'âme universelle. Maintenant, venons-en à la partie enseignement. Qu'est-ce qui était enseigné dans les écoles de mystère de l'ancienne Égypte? Eh bien, dans les sciences occultes égyptiennes, vous avez 3 sciences qui s'interpénètrent. Il y a l'hermétisme. Hermétisme, ça vient du dieu égyptien Thoth, Thoth Hermès, le dieu de la science et de la connaissance. Il y avait ensuite l'alchimie. Alors, le but de l'alchimie, c'est vrai, c'était de provoquer la transmutation du plomb en or, mais c'était surtout l'alchimie interne, c'est-à-dire une transformation qui concernait l'opérateur lui-même, qui devait, par la voie alchimique, réaliser son corps de gloire ou corps d'immortalité. Et puis, 3e science, qui était enseignée dans les écoles de mystère, c'est l'occultisme appliqué. Et toute la doctrine des écoles de mystère de l'ancienne Égypte est résumée dans les 7 lois de Thoth Hermès, qui correspondent en fait aux 7 arcanes de la nature. Alors, c'est un langage, bien sûr, qui est hermétique, c'est-à-dire difficile à comprendre. Ces lois sont étudiées par notre organisation en détail, où nous montrons notamment à nos membres comment on peut les appliquer d'un point de vue pratique et dans la vie de tous les jours. Là, je vais essayer, dans cette conférence, de vous en donner un court résumé. Alors, voici ces lois. Première loi, principe de mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Donc, cette loi est très importante parce que, si on la comprend bien, elle signifie que ce n'est pas la matière qui est la trame de l'univers, mais l'esprit.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que la matière? Si on observe bien, on s'aperçoit que dans les atomes, il y a du vide. Et il y a quelques années, un physicien français, Jean Charron, avait écrit plusieurs livres et il développait dans ses ouvrages une conception spirituelle de la matière. Dans la matière, il y a également de l'esprit. Deuxième loi, principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, en clair, cela veut dire que l'univers peut être peut-être divisé en différents plans, chaque plan étant caractérisé par une fréquence vibratoire. Plus la fréquence est élevée, plus haut est situé le plan. Et donc, ce principe de correspondance implique que ce sont les mêmes lois qui régissent les différents plans de l'univers. Prenons un exemple concret. On peut faire une analogie, je dis bien une analogie, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Par exemple, une analogie entre le système solaire et l'atome. Dans l'atome, eh bien, vous avez le noyau, tout comme le Soleil, et autour, vous avez les électrons satellites qui gravitent autour du noyau, comme les planètes gravitent autour de leur Soleil. Troisième principe, principe de vibration. Rien ne repose, tout remue, tout vibre. On nous dit dans les sciences occultes que l'univers, en fait, est une vibration d'un élément appelé éther. Et selon sa fréquence vibratoire, l'éther se manifeste comme matière pour les fréquences les plus basses, ou bien comme énergie, ou bien pour les fréquences les plus hautes, comme pensée. Quatrième loi, principe de polarité. Tout est double. Toute chose possède deux pôles, tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que de demi-vérités. Les extrêmes peuvent être réconciliés. Alors, essayons de comprendre cela. Effectivement, tout paraît double dans l'univers. On peut citer les charges électriques positives et négatives. Vous savez que dans l'atome, il y a autant de charges positives dans le proton que de charges négatives dans les électrons satellites. Autre domaine où s'exprime la polarité, la matière et l'antimatière. Par exemple, au XXe siècle, le physicien russe Sakharov pensait que notre univers, fait de matière, eh bien, était doublé d'un univers parallèle, lui, fait d'antimatière. On retrouve la polarité également dans les sexes, mâle, femelle, et sur le plan éthique, avec la notion de bien et de mal. Et donc le principe de polarité précise les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Et pour vous le faire comprendre, prenons un exemple. Supposons que nous soyons l'hiver, là, vous rentrez dans un magasin qui, grâce à son système de climatisation chauffage, est maintenu à la température de 22 degrés. Dehors, il fait 2 degrés. Quand vous rentrez à l'intérieur, eh bien, vous allez avoir une impression de chaud. Les mois passent, arrive l'été, vous revenez dans ce même magasin, et ce magasin, grâce à sa climatisation, est toujours maintenu à l'intérieur à la température de 22 degrés. Et là, comme dehors il fait 30, quand vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez vous dire « Ah, il fait frais », alors que pourtant, la température n'a pas changé. Donc, ça prouve bien que c'est votre esprit, en fait, qui crée la polarité
parce qu'il procède toujours par comparaison. Donc, en ce sens, on peut dire que le froid, c'est l'absence de chaud. Le mal, c'est l'absence de bien. Donc, il y a une seule et même chose avec un plus et avec un moins. Vous retrouvez ça, par exemple, dans les thèses freudiennes avec l'ambivalence des sentiments. Freud disait « pas de haine sans amour ». Et donc, l'amour et la haine, c'est le même sentiment, mais simplement, il y a le signe qui change devant. Alors, ce principe est très important parce qu'il est utilisé en alchimie mentale, où lorsqu'on veut se débarrasser d'un défaut, d'un travers, eh bien, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est changer la polarité, remplacer le moins par le plus. Cinquième loi, le principe du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée, tout évolue puis dégénère, le balancement du pendule se manifeste dans tout. Alors le rythme, on l'observe partout, c'est vrai. Je pourrais citer le rythme jour-nuit, le rythme des saisons, au sein du corps humain, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, etc. Et on nous dit tout évolue puis dégénère. Là encore, c'est vrai. Les êtres vivants, par exemple, eh bien, passent tous par une phase de naissance, de croissance, de vieillesse et puis de mort. On peut dire la même chose pour les civilisations. Les civilisations naissent, s'épanouissent, puis meurent. On retrouve ce même principe également dans les sentiments. Et donc on nous dit, le balancement du pendule se manifeste dans tout. Alors si vous prenez un pendule, si vous le mettez en l'air à un extrême, et si vous le lâchez, il ne va pas s'arrêter au milieu. Non, il va aller à l'autre extrême. Alors ça, vous le constatez à différents niveaux. Par exemple, dans l'évolution des mœurs. Dans l'histoire, si on se réfère à l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que les périodes très prudes, très moralisatrices, ont été toutes suivies par des périodes de relâchement de mœurs, périodes de débauche. On passe toujours d'un extrême à l'autre extrême. Sixième principe, principe de cause à effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi. La chance n'est donnée qu'à une loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Donc, ça signifie en clair qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est un mot qui cache notre ignorance. Tout événement a une cause. Et ça, ce principe de cause à effet se manifeste par exemple dans la loi de karma. La loi du karma, ça signifie que les événements qui nous arrivent dans notre vie ne surviennent pas par hasard, mais ont tous une cause antérieure que nous avons nous-mêmes créée. Et enfin, septième et dernier principe, principe du genre. Il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans. Vous retrouvez le genre dans la sexualité, mâle-femelle. Dans les thèses de Jung, vous savez, Jung nous parle de l'anima et de l'animus, c'est-à-dire que notre esprit, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, possède les deux polarités, à la fois un genre féminin et un genre féminin. C'est ce que Jung appelle l'anima et l'animus. Dans le taoïsme, vous retrouvez le yin et le yang. Alors, le masculin, c'est-à-dire, tout ça n'a pas forcément à voir avec le sexe. Le masculin, c'est, d'une manière générale, tout ce qui est actif, dynamique, volontaire. Et en revanche, le féminin, c'est tout ce qui est passif, réceptif, doux. Donc,
Je vous avais dit que dans les sciences occultes égyptiennes, il y avait enseigné l'hermétisme et ensuite un élément important, un élément très important même, c'est la magie. Et nous allons voir là brièvement en quoi consiste réellement la magie égyptienne. En fait, la magie, on peut la définir de la manière suivante, c'est l'utilisation sur le plan physique des pouvoirs psychiques supérieurs et latents qui sont en l'homme. Alors pourquoi je dis pouvoirs supérieurs? Parce qu'ils viennent d'en haut, ils viennent du divin. Donc notre approche de la magie pharaonique ne repose pas sur des hypothèses, mais repose sur des textes bien réels qu'on a trouvés dans les pyramides ou dans les tombes. Parmi ces textes, on peut citer les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le livre des morts égyptien. Et on peut également citer le Corpus Hermeticum, qui est constitué de 17 traités en grec qui ont été écrits du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Et alors dans ces textes, on constate que les Égyptiens utilisent le vocable néther. Alors néther, parfois, ça a été traduit par Dieu, mais c'est une erreur. Il serait plus juste de traduire le terme néther par l'énergie divine en action, ce qui est quand même sensiblement différent. Par exemple, Isis, eh bien, c'est le principe féminin de la nature. Horus, c'est la lumière de l'âme. Thoth, c'est la connaissance hermétique. Il faut savoir que pour les Égyptiens, il n'y avait pas de dieu vengeur, pas de dieu colère. Il n'y avait pas non plus de messie, ni de notion de peuple élu. Les Égyptiens ne célébraient pas non plus un culte sanguinaire. Il n'y avait aucun sacrifice pratiqué dans le culte égyptien. Le cérémonial dans les temples était au contraire empreint de pureté et de douceur. Et donc, pour les Égyptiens, les dieux, en fait, ne sont que des facettes de la divinité. Donc, ils n'étaient pas polythéistes. Pour eux, tous ces néthers, tous ces dieux étaient des facettes, des éléments du même Dieu unique. Ce qui donnait d'ailleurs au peuple égyptien, bien sûr, une très grande tolérance. Alors, il y a un élément par lequel je voudrais terminer, c'est l'alchimie. Il est notoirement connu qu'un secret alchimique existe et qui permet à l'adepte, comme on dit dans les textes, de monter au ciel de son vivant et lui donne la certitude de son immortalité. Dans les écoles des mystères de l'ancienne Égypte, on enseignait l'alchimie. Et dans cette alchimie, qui est une alchimie interne, on s'appuie sur une conception quadruple de l'être humain, c'est-à-dire 4 corps en l'homme. Le corps saturnien, qui se nourrit de la terre et des sensations typiquement physiques. Ensuite, le corps éthérique. Ensuite, le corps mercuriel. Alors, ça a à voir avec l'âme. Ce corps mercuriel, parfois on le représente avec des ailes à la tête et aux pieds. Et enfin, le corps solaire, qui est l'individualité divine. Et donc, il s'agit dans cette alchimie toute particulière de conquérir des états non humains en procédant à une séparation au départ des corps. On sépare les 4 corps. C'est ce qu'on appelle le séparatio et ça fait appel à des techniques bien précises de rappel de soi et de théurgie. Alors, si on rentre dans le détail, on peut dire que ce travail
peut être décomposé en deux phases, le petit magistère et le grand magistère. Dans le petit magistère, eh bien, il va y avoir la séparation des 4 corps. Cela correspond en fait à la phase solvée. Et ces corps, on va les épurer et ensuite les réunir de nouveau dans la phase coagula. Et donc, qu'est-ce qu'on va séparer en clair? Eh bien, il s'agit de rendre indépendante la conscience du corps physique, du corps terrestre. Et à ce moment-là, si la conscience est bien séparée du corps physique, eh bien, elle n'est plus soumise à la mort quand celle-ci se présentera. Et ensuite, il y a le grand magistère. Et lors du grand magistère, on va tisser un habit de lumière. Donc, l'initié va porter ce qui n'est encore au départ qu'un embryon d'âme à sa maturité. Et ce qui croit en lui, c'est l'Hermès. Et l'homme devient alors un demi-dieu au terme d'une transmutation, souvent illustrée d'ailleurs symboliquement par les 12 travaux d'Hercule ou les 12 signes du zodiaque. Enfin, pour ceux qui connaissent la franc-maçonnerie, je voudrais rajouter que la véritable origine de la franc-maçonnerie, eh bien, se situe dans ces écoles de mystère de l'ancienne Égypte. Et ça, je vais vous le prouver. Vous savez, en maçonnerie, on dit qu'on est les enfants de la veuve. Qui c'est cette veuve? Eh bien, la veuve, c'est Isis. On dit également qu'en franc-maçonnerie, on est là pour réunir ce qui est épars. C'est quoi ce qui est épars? Eh bien, c'est les morceaux du corps d'Osiris. C'est ça que l'on va réunir. Donc, la véritable origine de la franc-maçonnerie se trouve dans l'ancienne Égypte, ou plus précisément l'école de mystère de l'ancienne Égypte. J'ai dit, comme on dit en loge. Alors, si parmi mes auditeurs, il y avait des personnes qui voudraient en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, sur notre corpus doctrinal, sur les conditions à remplir pour être accepté en tant que membre, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'est affiché en dessous et vous allez pouvoir télécharger la brochure de présentation de notre ordre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour certains, peut-être, je vous dis à bientôt. Au revoir.